Effondrement incroyable. Voici l'effondrement d'une superpuissance autrefois dominante sur la scène mondiale, en temps réel. La Russie régresse. Le troc rapide est revenu. L'économie s'effondre. Et le Kremlin s'accroche au passé pour survivre au présent. Avec la chute des exportations de pétrole, le renforcement des sanctions et aucune fin en vue pour la guerre en Ukraine, l'effondrement de la Russie s'accélère. C'est une chute humiliante, presque surréaliste, pour le plus grand pays du monde, soutenu par sa riche palette de ressources naturelles. Elle possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole et de gaz naturel, la deuxième de charbon, 22% des forêts mondiales et d'importantes quantités d'étain, fer, platine et nickel, entre autres. La Russie a historiquement pu jouir d'une position exceptionnellement forte en ce qui concerne le commerce international. Pendant des générations, elle n'a pas eu à chercher activement des partenaires commerciaux, ni à faire de concessions pour conclure des accords internationaux. Elle a pu se détendre pendant que des pays du monde entier cherchaient à attirer son attention, ses investissements et ses ressources. Mais tout cela commence à changer. Des rapports récents de divers médias, dont Reuters, ont révélé que la Russie remet au goût du jour le système de troc ancestral. Elle propose des biens comme le blé et les semences en échange d'autres produits, comme des voitures chinoises et des matériaux de construction. C'est peut-être le signe le plus frappant de l'effondrement économique du pays jusqu'à présent. Le troc est l'un des plus anciens systèmes d'échange économique au monde, remontant à l'époque des civilisations de l'âge de pierre, comme la Mésopotamie en 6000 avant Jésus-Christ, où les tribus échangèrent des produits comme des céréales, du bétail et du bois entre elles. Ce système fonctionnait assez bien dans un monde beaucoup plus simple et ancien, où le concept d'argent n'était pas encore développé ou répandu. De nos jours, cependant, le troc est presque inexistant dans la plupart des pays développés. Et même les nations émergentes plus pauvres ont en grande partie abandonné cette pratique ancienne. Alors que la plupart des pays réservent le troc à l'histoire, la Russie l'adopte. Non pas par un quelconque désir national de ramener le troc, mais par nécessité. Et tout cela est lié aux sanctions occidentales. Depuis le début de la guerre, de nombreux pays occidentaux ont imposé plusieurs vagues de sanctions financières contre les banques, entreprises, oligarques et responsables gouvernementaux russes. Le pays a été coupé du système international de paiement Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication par exemple, ce qui rend beaucoup plus difficile le transfert de fonds vers ou depuis la Russie. Vers et depuis d'autres pays du monde. Au début, la Russie a trouvé des moyens de gérer et de maintenir sa situation économique, même sous le poids des sanctions occidentales. Elle a largement utilisé son fonds national de richesse, souvent appelé caisse de guerre de Vladimir Poutine par exemple. Elle a élargi ses relations commerciales avec la Chine et l'Inde, désormais principaux acheteurs de pétrole et de gaz russes depuis la guerre. Cependant, avec le temps, alors que le coût de la guerre a explosé et que les sanctions se sont intensifiées, la Russie a commencé à plier sous la pression. Les récentes sanctions européennes et américaines contre le Kremlin sont très efficaces, car elles ciblent aussi les pays commerçants encore avec la Russie. En conséquence, même la Chine et l'Inde, qui jusqu'à présent étaient si désireuses de faire des affaires avec Moscou, en ont ressenti les effets. Ils ont alors montré une vraie réticence à investir plus dans les ressources russes. Par exemple, en septembre dernier, une banque chinoise a décidé d'arrêter officiellement d'accepter les paiements en provenance de Russie, après être tombée sous le coup des sanctions de l'Union européenne. En Inde, de nombreux importateurs se retirent des accords sur le pétrole brut russe. Cherchant à éviter la colère de l'Occident tout en soutenant l'industrie énergétique russe. Selon une source du marché des paiements citée par Reuters, il est peu probable que ces banques et entreprises reviennent sur leurs décisions. Les banques chinoises redoutent d'être ajoutées à des listes de sanctions secondaires. Elles n'acceptent donc pas d'argent venant de Russie, car elles font face à la menace très réelle d'une ruine financière si elles perdent les investissements de l'Inde et de la Chine. La Russie s'efforce de trouver des moyens de contourner ces nouvelles sanctions, estimant qu'un système de troc basique est peut-être la seule option viable. Pour l'instant, c'est quelque chose auquel le Kremlin réfléchit depuis un certain temps déjà. En 2024, le ministère russe de l'économie a publié un guide de 14 pages sur le troc à l'étranger. En gros, il s'agissait de conseiller les entreprises sur la manière d'utiliser le système de troc pour contourner les sanctions et négocier des accords avec des partenaires et fournisseurs étrangers.
Le ministère a même évoqué la création d'une nouvelle plateforme de trading qui pourrait servir d'espace d'échange de troc, facilitant ainsi les transactions des entreprises russes à travers le monde. Le document du ministère souligne que le troc dans le commerce extérieur permet d'échanger biens et services avec des entreprises étrangères sans transaction internationale. Cela signifie, en théorie, que de telles transactions seraient plus difficiles à tracer pour les pays occidentaux, ce qui, à son tour, complique la tâche pour eux d'infliger des sanctions aux parties concernées. En somme, cela permet aux entreprises russes, chinoises et d'autres pays d'échanger biens et services sans craindre les sanctions. Pendant longtemps, il y avait peu de signes d'un réel intérêt commercial pour ce type de transaction, et cela se comprend. Comme expliqué précédemment, le troc est une pratique dépassée, et les entreprises d'aujourd'hui s'attendent à être payées en argent comptant pour les produits ou services qu'elles fournissent. Peu de gens accepteraient volontairement de s'engager dans les complexités des négociations de troc, qui impliquent que chaque partie doive calculer soigneusement les valeurs et les quantités appropriées de biens à échanger. Le risque de transactions injustes et déséquilibrées est particulièrement élevé lorsqu'on utilise le système de troc. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le monde a abandonné ce système il y a des millénaires. Cependant, comme cela devient vite l'un des seuls moyens pour les entités hors de Russie de faire affaire avec Moscou, l'intérêt pour cette pratique a cru. Les journalistes de Reuters ont par exemple pu identifier 8 exemples de transactions de troc ayant lieu entre la Russie et ses partenaires commerciaux internationaux. Elle n'a pas pu établir de détails précis, comme les volumes exacts et la valeur des marchandises échangées, mais des sources internes ont admis que cette pratique devenait de plus en plus fréquente. Maxime Spassky, par exemple, le secrétaire du Conseil général de l'Union russo-asiatique des industriels et entrepreneurs, l'a admis. La hausse du troc reflète la dédollarisation, les sanctions, la pression et les problèmes de liquidité entre partenaires. Spassky a ajouté qu'il s'attend à ce que les volumes de troc augmentent dans les semaines et les mois à venir. Alors qu'une autre source, qui a choisi de rester anonyme pour des raisons de sécurité, a fait remarquer que ce système était l'une des rares options pour les banques russes, afin de contourner les sanctions, les excluant des transactions en dollars et euros. Les analystes ont également noté que l'augmentation des transactions de troc pourrait expliquer les récentes divergences dans le commerce russe. Les données des statistiques de la Banque centrale, qui présentent des chiffres très différents par rapport à ceux du service des douanes du pays, montrent, pour être plus précis, qu'il y avait un écart de 7 milliards entre la Banque centrale et les services des douanes. Les données du premier semestre 2025 sont, selon certains analystes, un signe clair du retour de Moscou à une économie de troc. L'une des transactions, identifiée par Reuters et confirmée par 2 sources distinctes, impliquait l'échange d'automobiles chinoises contre du blé russe. Selon l'une des sources, les vendeurs chinois ont demandé à leurs homologues russes de les payer en céréales afin d'échapper aux sanctions. Une fois les deux parties d'accord sur les valeurs et quantités, les partenaires chinois achetèrent les voitures en yuan et les entreprises russes des céréales en roubles. Ensuite, les deux parties échangèrent leurs produits l'une avec l'autre. De nombreuses autres transactions adoptaient un schéma similaire avec d'autres marchandises. 2. Par exemple, impliquaient l'échange de graines de lin russe contre des appareils ménagers et des matériaux de construction en provenance de Chine. Des experts ayant une connaissance approfondie du commerce russe ont noté que la quantité de graines de lin dans l'une de ces transactions valait environ 100 000. D'autres transactions impliquaient l'échange de métaux russes contre des machines chinoises, de matières premières contre des services chinois, et l'utilisation de l'aluminium russe pour payer une entreprise chinoise. Presque toutes les transactions identifiées concernèrent la Chine, sauf une qui impliquait aussi le Pakistan. De plus, bien qu'aucun détail n'ait été partagé, des sources ont indiqué que certaines de ces transactions ont permis l'importation de certains produits occidentaux en Russie. Ces produits sont en grande partie interdits depuis le début de la guerre, un grand nombre de marques occidentales ayant quitté le marché russe peu après le début de l'invasion. En 2022, bien que cela puisse sembler être un moyen viable pour la Russie de contourner les problèmes posés par les sanctions, il est en réalité probable que cela cause plus de tort que de bien à long terme. Et le Kremlin a déjà une expérience directe de la gestion du chaos que le troc peut engendrer. Dans les années 1990 par exemple, peu de temps après la dissolution de l'Union soviétique, le troc a provoqué un chaos généralisé dans l'économie russe. D'immenses chaînes d'échanges complexes ont été mises en place, impliquant tout,
de l'énergie à la nourriture, en passant par les vêtements et bien plus encore. Et les escrocs ont pleinement profité de cette confusion, exploitant les entreprises et empochant des fortunes et des profits. À l'époque, cependant, le manque de liquidités disponibles, associé à un taux d'inflation élevé, faisait du troc une proposition relativement attrayante. De nos jours, il est évident que le troc est dépassé et impraticable à bien des égards. C'est devenu une tactique de dernier recours face au poids croissant des sanctions occidentales. En même temps, le troc n'est pas la seule option. Certains commerçants optent pour des alternatives, comme l'utilisation de soi-disant agents de paiement, qui peuvent faciliter les paiements entre les entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie, en utilisant divers systèmes et schémas. Cependant, travailler avec de tels agents peut être à la fois coûteux et risqué. Les entreprises peuvent aussi utiliser la banque VTB détenue par l'État russe et présente à Shanghai, pour faciliter les flux financiers entre la Russie et la Chine. Ou ils peuvent choisir d'utiliser des crypto-monnaies, comme l'explique Sergei Potiatinsky, vice-président des opérations et des technologies de l'information chez BCS, une société financière russe. Les petites entreprises utilisent activement les cryptos. Certains transportent de l'argent liquide, d'autres fonctionnent par compensation, d'autres encore diversifient leurs comptes auprès de différentes banques. Aucune solution technologique prête n'existe, même si les responsables russes veulent sauver les apparences. Échanger des stocks de céréales et de matières premières est normal pour une grande nation au XXIe siècle. Mais le monde n'est pas dupe. Cette régression vers une stratégie commerciale archaïque montre la grave crise actuelle du Kremlin. Ces derniers mois par exemple, les statistiques montrent que les expéditions de pétrole brut par voie maritime à travers des ports russes clés comme Primorsk et Oust-Louga ont fortement diminué. Primorsk par exemple voyait auparavant passer 9 ou 10 pétroliers par semaine. Maintenant il n'y en a plus que 3. Oust-Louga voyait auparavant 12 ou 13 pétroliers par semaine, mais ce nombre est presque divisé par 2, à 7 ou 8 en moyenne. Les récentes sanctions américaines contre la flotte fantôme russe ont aussi diminué le nombre de pétroliers que la Russie peut utiliser pour exporter son pétrole. Cela limite ses capacités d'exportation et entraîne d'importantes réductions sur ses ressources les plus précieuses et recherchées, comme le brut Oural qui est maintenant à plus de $20 en dessous du Brent. De plus, les prix mondiaux du pétrole ont chuté à $63 le baril pour le Brent et à 58 pour le West Texas Intermediate. Ainsi, les revenus nets de la Russie par baril baissent chaque semaine. Et ses exportateurs se sont sentis obligés d'offrir des remises sans précédent aux importateurs en Inde et dans d'autres pays, juste pour conclure des accords et ramener au moins un peu d'argent. Pourtant, malgré ces mesures drastiques, les problèmes russes s'accumulent. Le gouvernement note que les recettes totales du pétrole et du gaz sont aujourd'hui environ 35% plus faibles qu'il y a un an. Avec la baisse des bénéfices, les banques, nationales et étrangères, deviennent plus réticentes à traiter les paiements. Même les partenaires commerciaux, auparavant fiables, refusent désormais tout accord impliquant le rouble russe, craignant que le fait de posséder cette monnaie ne les expose à des sanctions ou à un examen. Tout cela contribue à créer une situation dans laquelle la Russie va avoir de plus en plus de mal à couvrir le coût de ses importations et conclure les accords nécessaires. Certaines de ces petites entreprises seront sans doute exclues à mesure que les coûts augmentent et que les accords se compliquent. Même les plus grandes entreprises du complexe militaro-industriel pourraient peiner à obtenir les ressources et matériaux nécessaires à leur fonctionnement. Actuellement, le troc paraît une solution rapide, permettant aux entreprises d'introduire des actifs essentiels dans le pays. Cela présente également l'avantage d'aider la Russie à préserver, dans une certaine mesure, les relations commerciales cruciales dont elle a besoin pour maintenir son économie à flot. Ces mêmes relations auraient très probablement été irrémédiablement rompues à l'heure actuelle, si le troc et d'autres systèmes de paiement alternatifs comme les crypto-monnaies n'existaient pas. Les échanges de biens contre biens sont une véritable bouée de sauvetage. C'est un moyen pour les entreprises russes de maintenir en mouvement des chaînes d'approvisionnement essentielles, même si l'ensemble du système financier de leur pays devient de plus en plus restrictif et menace de s'effondrer. Mais ce n'est pas une solution parfaite, et plus la Russie sera contrainte de dépendre de ce type d'accord, plus les problèmes liés au troc deviendront visibles. Les marques russes constateront, par exemple, que de nombreuses entreprises internationales ne sont tout simplement pas disposées à s'engager dans des négociations basées sur le troc, car cela ne correspond pas à leur modèle économique particulier. Beaucoup manquent d'expérience dans ce commerce. Ils seront donc prudents et hésiteront à trop s'engager.
Les personnes expérimentées en troc pourraient profiter de la faiblesse de la Russie en concluant des accords déséquilibrés, plaçant les marques russes dans une situation pire qu'avec une transaction financière classique. Les conditions deviennent déjà de plus en plus difficiles, voire impossibles pour de nombreuses banques et entreprises russes d'y opérer. En raison du coût élevé de la guerre en Ukraine et de la prise de nombreuses industries russes par le complexe militaro-industriel. Si les entreprises doivent apprendre les bizarreries d'un ancien système de bourse, leur vie sera 10 fois plus difficile. La dernière chose que veulent faire de nombreux propriétaires d'entreprises et présidents directeurs généraux russes, c'est de calculer exactement combien de céréales, de graines de lin ou d'autres matières premières aléatoires ils doivent acheter en échange. Pour pouvoir importer les composants essentiels afin de maintenir le bon fonctionnement de leurs entreprises, c'est trop compliqué, trop chaotique, et pour beaucoup, ce sera tout simplement insupportable. Malheureusement pour eux, sauf un changement soudain et radical de situation, les choses ne vont pas s'améliorer de sitôt. Tant que la guerre fera rage, les sanctions continueront. Et l'Union européenne réfléchit déjà à ses prochaines actions, avec des plans en place pour remplacer le plafonnement des prix sur les exportations de pétrole russe. Une interdiction totale des services maritimes pourrait stopper une grande partie du commerce pétrolier entre la Russie, l'Inde et la Chine, forçant la Russie soit à abandonner sa guerre contre l'Ukraine dans une ultime tentative désespérée de survie, soit à étendre d'une manière ou d'une autre sa flotte fantôme pour continuer à acheminer le pétrole en quantité suffisante. Mais avec les récentes sanctions visant également spécifiquement la flotte fantôme, l'industrie pétrolière du pays devrait subir de lourdes pertes jusqu'en 2026 et au-delà. L'Union européenne a également accepté de mettre fin définitivement à toutes les importations de gaz russe et de s'orienter vers l'élimination totale du pétrole russe. Cela mettra enfin un terme à la dépendance de l'Europe aux ressources russes. Avec la fin des importations de gaz naturel liquéfié prévues pour le 31 décembre 2026 et l'arrêt du gazoduc pour le 30 septembre 2027, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé « Aujourd'hui, l'Europe entre dans l'ère de l'indépendance énergétique totale vis-à-vis de la Russie. » REPOVR Union européenne a tenu parole. Il nous a protégés de la pire crise énergétique depuis des décennies et permis d'abandonner rapidement les combustibles fossiles russes. Aujourd'hui, nous cessons définitivement ces importations en épuisant le trésor de guerre de Poutine. Nous faisons preuve de solidarité avec l'Ukraine et nous visons de nouveaux partenariats énergétiques ainsi que des opportunités pour le secteur. C'est une mauvaise nouvelle pour la Russie. Les sanctions vont continuer et l'augmentation des revenus et des bénéfices va inévitablement diminuer. Même les secteurs et ressources comme le pétrole et le gaz, longtemps soutien de la Russie, ne seront plus des sources de revenus et d'investissements stables comme avant. Si la situation persiste, le pays risque de revenir à l'âge de pierre, au-delà de son retour embarrassant au troc. Son peuple est déjà coupé des voyages et du commerce internationaux, ses libertés étant lentement retirées par un gouvernement de plus en plus paranoïaque et tyrannique. La seule question est, jusqu'où la Russie sombrera-t-elle avant qu'un changement n'arrive ? Maintenant, découvrez dans cette vidéo comment l'effondrement économique du Kremlin s'explique par les frappes stratégiques ukrainiennes ayant paralysé les raffineries, fermé les ports et privé Poutine des revenus pétroliers nécessaires à sa guerre. Sinon, consultez notre analyse détaillée et hypothétique de ce qui se passerait si l'Ukraine était autorisée à rejoindre l'alliance de l'OTAN, et ce que cela signifierait pour la Russie de Poutine, tant aujourd'hui que dans le futur. Et pour plus de contenu perspicace et informatif concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits importants à travers le monde. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications également, afin d'être le premier à découvrir les dernières nouvelles en direct.